allons passer au deuxième symposium sponsoré par l'industrie. Et ces symposiums ne doivent pas être négligés parce qu'ils recueillent souvent, toujours, d'excellents orateurs qui souvent interviennent d'ailleurs par ailleurs dans le programme. Le symposium qui va démarrer là maintenant est sponsoré par Indivior et regroupe un certain nombre de présentateurs que je vais présenter. D'abord, oui, quelques éléments. Donc, je m'appelle Marc-Aurélien Combes, je préside cette session. Mes disclosures. Et donc, les personnes qui vont intervenir. Ce symposium est centré sur à la fois des données de recherche et puis la traduction pour la pratique. Il regroupe donc trois intervenants imminents. Marc Greenwald, qui est professeur de psychiatrie et de neurosciences comportementales dans le Michigan, à Détroit, où il est en charge d'une équipe de recherche extrêmement importante qui est avec un intérêt particulier pour la recherche de biomarqueurs. Il nous présentera des données qui vont dans ce sens. Ensuite, nous avons le docteur Fuchsia-Serre, qui est un chercheur à temps plein à l'Université de Bordeaux, que j'ai eu la chance de pouvoir recruter il y a une dizaine d'années, et qui a introduit dans le champ des addictions une méthode apportée à Bordeaux par Joël Swensen et qui permet d'étudier les expériences individuelles, et elle présentera quelques-uns de ces données. Et puis, last but not least, and I want to say this in English. Dernièrement, je vais le dire en anglais parce que c'est très émotif pour moi. Je suis très fier d'avoir la professeure Melina Faltias. Elle a été collaboratrice pendant beaucoup de temps, 20 ans, et depuis un mois, depuis septembre de cette année, elle est à plein temps professeure de la médecine d'addiction et elle vole avec ses propres ailes, ce qui me fait très fier et aussi triste. Et donc, pour ne pas perdre de temps, donc les objectifs, c'est des données de recherche et la traduction pour la pratique clinique. Le programme, je passe rapidement, chaque intervention une petite vingtaine de minutes et on a l'espoir, souvent déçu, qu'à la fin, on pourra avoir du temps pour les questions. Ça dépendra de la gestion de votre envie de nourriture. Quelques éléments de sécurité que le sponsor de ce symposium satellite me demande de vous rappeler. Il n'est pas prévu qu'il y ait de tests d'alarme incendie pendant la session. Donc, si vous entendez l'alarme incendie, il faut partir et repérer donc les lieux de secours. Pensez à mettre vos téléphones sous forme vibreur. Et puis, à la fin surtout, c'est très important, il y a une fiche d'évaluation et pensez à mettre votre opinion et surtout des éléments critiques pour permettre d'améliorer ce genre d'intervention. Et sans plus attendre, without waiting further, Mark, please. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des fondations pharmacologiques, du traitement des troubles de l'usage des opioïdes. Je suis consultant pour deux sociétés basées aux États-Unis sur le développement des médicaments contre les toxicomanies. Mon objectif aujourd'hui est de parler des interactions entre les récepteurs des opioïdes et de parler des études fondamentales qui ont été réalisées depuis de nombreuses années qui décrivent les effets de la posologie de buprenorphine et des libérations prolongées et des effets au fil du temps chez ces patients et de parler des rapports entre les récepteurs des opioïdes et les concentrations plasmatiques de buprenorphine. Et je vais conclure avec les conclusions scientifiques
On a besoin d'obtenir un certain seuil de posologie pour modifier la situation dans le traitement de ces troubles, surtout pour obtenir au moins 70% d'occupants, pour avoir au moins 2 mg par litre de concentration de plasma. Tout d'abord, une présentation générale. Il y a deux moteurs dans le cycle des addictions. Il y a le plaisir pour la drogue. C'est une réponse positive. C'est corrélé à la poursuite de la consommation des opioïdes et des autres drogues. Et cela traduit le comportement. Si vous l'aimez, vous allez le refaire. Le deuxième facteur, c'est le sevrage. Plus on est dépendant aux opioïdes, le sevrage entraîne davantage de consommation. Et c'est ce qu'on appelle le renforcement négatif. Dans le craving, c'est le troisième facteur. C'est un désir fondamental de ce désir de drogue. Les récepteurs opioïdes jouent un rôle naturel dans la physiologie du cerveau. Quelle que soit l'addiction, il y a des caractéristiques importantes dans notre réponse aux stimulations. Très souvent, nous avons une libération d'endorphines en réponse à des événements de la vie courante, des éléments de stress, etc. Donc les récepteurs ont déjà des effets et les récepteurs mu également. Plus l'usage augmente, on voit qu'il y a des adaptations qui sont associées au développement de la tolérance. Et la personne devient de plus en plus dépendante. C'est également lié à un désir plus important dans des régions, dans ces régions-là du cerveau, tandis que le renforcement positif avec les récepteurs mu associés sont avec ces régions ici. Ce qu'on obtient, c'est une anxiété accrue et ça fait partie du processus de renforcement négatif. On sait qu'il y a une préoccupation, une anticipation, un craving, de plus en plus de stress, et cela peut entraîner des effets dans l'hippocampe, la mémoire contextuelle, dans le cortex frontal du cerveau. On a moins de connaissances sur tout ça peut être corrompu dans un usage chronique des opiacés. On a les endorphines sont les ligands normaux. On a beaucoup de drogues exogènes qui se lient. On a les agonistes complets comme le fentanyl, la méthadone, les agonistes partiels, la buprenorphine, etc. Et bien sûr, des antagonistes. Plus on augmente les doses, moins les récepteurs sont activés. Et on peut voir ici ce que votre cerveau, à quoi ressemblerait votre cerveau si on montrait les récepteurs à l'état normal. Vous pouvez voir le thalamus, là, qui a les plus grandes concentrations de récepteurs opioïdes mu. Dans le putamen caudal et dans le cortex. Très peu de récepteurs opioïdes dans le cortex occipital du cerveau. Et ça, c'est une région de contrôle, donc je vais parler. Donc la buprenorphine
est un agoniste partiel des récepteurs opioïdes mu. C'est une étude in vitro dans laquelle la buprenorphine est plongée dans un bain de tissu et on mesure la capacité de la buprenorphine à activer différents sous-types de récepteurs mu, kappa, delta ou la nociceptine avec différentes posologies, différentes concentrations. Vous voyez en bleu, la concentration augmente, les récepteurs mu sont activés jusqu'à un certain point et il y a un plafond. C'est un effet agoniste partiel. Ici, plus on augmente, les récepteurs kappa et delta ne sont pas activés, c'est-à-dire qu'ils ont des effets antagonistes sur les récepteurs et concentration 3000 fois plus importante, on obtient une activation des récepteurs nociceptines. Cliniquement, on n'a pas d'amplitude de posologie de cet ordre. Mais dans des concentrations cliniques, l'effet de la buprenorphine est dû à l'activation des récepteurs mu. Maintenant, je vais décrire notre étude. On utilise une technique connue comme la l'imagerie PET avec le carfentanil 11C qui se lie au... C'est notre étalon pour faire ce type d'imagerie. Ce qu'on fait pour faire une présentation générale, on administre le carfentanil, c'est par infusion, et après une certaine dose de buprenorphine, ce qu'on fait, c'est on examine la liaison relative de la buprenorphine en concurrence avec le carfentanil pour accéder aux récepteurs opioïdes mu. Le cerveau n'a pas de buprenorphine et le carfentanil va se lier à ces récepteurs et les éclairer et produire ce type d'image. Ça, c'est dans l'absence de buprenorphine. C'est la même image que je vous ai montrée plus tôt. Et l'occupation des récepteurs, peut-être un terme plus intuitif, mais à cause des limitations de cette imagerie, on parle de la disponibilité des récepteurs. C'est l'inverse, c'est le complément. Donc, si davantage de récepteurs sont disponibles, moins sont occupés et vice-versa. Dans notre première étude, on voulait établir pour la première fois chez l'homme le rapport entre la dose de buprenorphine et l'occupation ou la disponibilité des récepteurs opioïdes mu. Ce qu'on a fait, c'est on a stabilisé les sujets sur 4 différentes doses, un protocole de 70 jours. D'abord, stabilisation à 32 mg. Chaque cercle, c'est un jour. Patients internes et externes, ils sont là de lundi à vendredi. Le lundi, pour chaque dose, on leur propose 24 mg d'hydromorphone pour voir si les concentrations de buprenorphine à ce moment est associées au blocage de cet effet. Si ça permet de ne pas avoir l'effet de plaisir. Ensuite, on recueille des échantillons sanguins, on mesure le sevrage, etc. Et ensuite, le vendredi, on fait le PET scan au carfentanil. Et on le fait 4 fois à 32 mg. Et ça, c'est en double aveugle. Ensuite, on abaisse la dose à 16 mg. On fait la même procédure. Ensuite, 2 mg. Et ensuite, 0 ou placebo. Et je vais vous parler maintenant. Quand nous calculons l'occupation des récepteurs, il faut avoir cette condition stable en absence de buprenorphine pour avoir un contrôle efficace. Donc, je vais vous montrer le pourcentage de récepteurs occupés. Ça sera 2 mg par rapport à 0 mg, 16 par rapport à 0
et 32 par rapport à 0 mg. Ce qui est important ici, c'est qu'on voit dans le groupe global une diminution dans la disponibilité des récepteurs en fonction de la dose. À 32 mg, on voit que la plupart des récepteurs, 95% sont occupés. On a sept régions d'intérêt différentes qu'on se précise à l'avance, qui sont tous indiqués ici. À 16 mg, il y a moins de disponibilité de 90 à 80-90% selon la région. On n'a pas fait 8 mg, mais sur ces courbes, vous pouvez voir qu'on peut estimer quelle aurait été la liaison à 8 mg, à 2 mg, le pourcentage de récepteurs occupés. Et ça, c'est un sujet à 32 mg. Le carfentanil ne se lie pas avec un récepteur, pas de différence à 16 mg. Ensuite, à 0 mg, c'est l'image que je vous ai montrée précédemment. Si on considère les sujets, c'est très difficile à faire ce protocole techniquement. On voit que même au niveau de chaque sujet, des résultats très cohérents. Il y a 3 conclusions intéressantes. Pour chaque personne, chaque ligne, c'est un participant. Il y a 4 différentes régions du cerveau qu'on a examinées. Donc, ça, c'est à chaque sujet, tout le monde montre une courbe de réponse. Deuxièmement, pas de différence en liaison entre 32 mg et 16 mg. Très légère, mais pas statistiquement intéressante. Ensuite, le troisième résultat, c'est qu'à 2 mg, vous voyez une différence de 3 à 3,5 d'un sujet à l'autre. Et ça, c'est vrai, quelle que soit la région examinée. Donc, il y a davantage d'hétérogénéité entre patients. Au niveau de chaque sujet, on a examiné les signes ou les symptômes cliniques qui sont liés à l'occupation des récepteurs MU. Nous avons eu des corrélations intéressantes, mais pour le sevrage, nous avons vu une corrélation intéressante et pour pour ce sujet ici, à 2 mg, à 16 mg, à 2 mg et 0. Donc, sous placebo, il y a davantage de récepteurs disponibles. Sur cette échelle, tout ce qui est supérieur à 10, les sujets commencent à sentir un stress et une détresse. On a fait l'essai avec l'hydromorphone aussi, et quand on mesure les symptômes avant et après l'hydromorphone, on étudie le blocage. On veut que cette barre soit très petite. Donc, à 32 mg ou 16 mg, on voit un blocage des opioïdes, une petite réponse à l'hydromorphone, pas de différence entre les deux. Et ça, c'est très différent de la réponse à l'hydromorphone à 2 mg et au placebo. Et à 2 mg, il n'y avait pas d'avantage par rapport au placebo, pas de protection clinique qu'on souhaiterait avoir. Dans notre deuxième étude, nous avons utilisé des méthodes similaires, mais je ne vais pas en reparler. Mais d'après on a stabilisé les patients à 16 mg. Ce sont des patients externes en ambulatoire. Et ensuite, nous les avons hospitalisés. S'ils sont toxicomanes, on les désintoxique. Et la moitié des sujets, il y en avait 10 dans l'étude, la moitié reçoivent des PET scans la première semaine. Et ça, c'est
ça c'était tous les jours, toutes les 24 heures. D'abord 4 heures après la dose de 16 mg et on a répliqué cette condition ici. Donc le premier scan, c'est 4 heures après 16 mg et ensuite toutes les 24 heures à 28, 52 et 76 heures après la dernière dose active. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a substitué les doses de placebo de buprenorphine dans des conditions de double aveugle. Et nous avons mesuré les symptômes, les niveaux de plasma, les concentrations de plasma en même temps. On a dû étudier l'hydromorphone aussi une autre semaine parce qu'on ne pouvait pas le faire en même temps que les PET scans. Donc, on l'a fait après pour ne pas invalider les résultats. Donc, il a fallu restabiliser les sujets. Et la semaine suivante, celui qui a eu des PET scans la première semaine, on a fait les études avec l'hydromorphone. Et les autres patients ont fait l'inverse. Chaque étude d'hydromorphone, ça a été fait à aux intervalles indiqués ici. Donc, on étudie la dose cumulative à 24 mg. On voit que la disponibilité des récepteurs augmente avec le temps, quelle que soit la région d'intérêt. Ça augmente avec la dose, quelle que soit la région. Voici 4 heures après 16 mg. Le cerveau est indifférent parce que la buprenorphine bloque l'accès et petit à petit, si on examine les données pharmacocinétiques, après les concentrations de buprenorphine sont corrélées, surtout avec une fonction exponentielle, avec les récepteurs mu disponibles dans toutes les régions d'intérêt. Cette courbe, et c'est ce que je viens de vous montrer sur la dernière diapo, pour saturer tous les récepteurs, il faut avoir des concentrations de plasma très élevées. Plus il y a de récepteurs disponibles, voici les symptômes de sevrage ici à 4 heures, 28 heures, 52, 76 heures. La moyenne pour tout l'échantillon, on voit une augmentation des symptômes de sevrage très important. Et vous voyez, avec l'hydromorphone, le changement dans les symptômes en réponse à l'hydromorphone, cela représente le manque de blocage des opioïdes. C'est un effet indésirable. Donc, davantage de sevrage, moins de blocage des opioïdes. Donc, si on étudie si on considère toutes ces données, on a cette récapitulation ici, ce résumé. On est là. La suppression, pour supprimer le sevrage, il faut un seuil minimum de 50% de récepteurs occupés. Historiquement, c'est environ 8 mg par jour. C'est assez pour supprimer les effets de sevrage, mais pas pour les autres effets, surtout le blocage des effets euphoriques. Il faut une posologie plus importante pour obtenir ce blocage. Et on estime qu'il faut environ au moins 70% d'occupation des récepteurs pour obtenir ce seuil, pour rompre le cycle de l'addiction. En résumé, sur une diapo, on a vu que l'occupation dépend de la dose, les récepteurs dépendent de la dose, et que la dose optimale est critique pour obtenir ce seuil désirable cliniquement. Il y a une corrélation très étroite avec les concentrations de plasma. On le montre dans chaque patient.
à 2 mg par millilitre dans le plasma, c'est le niveau supérieur de 70% d'occupation des récepteurs. Et le maintien de ce seuil est critique pour obtenir les résultats souhaités. Donc, on veut cibler ces seuils supérieurs parce que s'il y a la dose est insuffisante, les effets sont négatifs. Je vais m'arrêter maintenant et je vais passer la parole au prochain intervenant. Merci beaucoup pour... Là, on était à l'intérieur du cerveau et maintenant, on va passer à des recherches où on regarde les effets distaux du cerveau et qu'est-ce que la recherche peut donner. L'autre élément que je voudrais resignaler pour les gens qui sont arrivés en retard, on est dans un symposium satellite sponsoré par le laboratoire Indivior, qui veut être sûr que personne n'oublie cette information. Mais l'autre élément que je me dois de rappeler à chacun, pour lever d'éventuels malentendus s'il y en avait, c'est que chaque présentateur a été responsable pour l'organisation de son exposé et de l'information qu'il donne, bien évidemment. Mais c'est important de le dire. Et donc, cette deuxième communication, où on regarde plus sur les effets, les effets du cerveau, non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur, avec le docteur Fuchsia-Serre. Okay. Bonjour, et merci de nous offrir l'opportunité de présenter nos données de recherche. Donc, dans ma présentation, je vais vous présenter des données issues de la cohorte Addictaki, donc en conditions naturalistes, qui nous permettent d'approcher la question du lien entre la dose de buprenorphine, le craving et la sévérité de l'addiction. Donc, tout d'abord, la cohorte Addictaki, donc cohorte Addiction Aquitaine, c'est une cohorte de patients, une cohorte prospective ouverte qui, depuis 1994, inclut des patients qui font une demande de prise en charge pour une addiction aux substances ou une addiction comportementale et qui sont recrutés au pôle addictologie du centre hospitalier Charles Perrins et au XAPA Bizia ici à Bayonne. Donc depuis 1994, plus de 4500 patients ont été inclus dans cette cohorte et à l'heure actuelle, on est sur une moyenne de 250 nouvelles inclusions par an. Les objectifs généraux de la mise en place de cette cohorte, c'est de pouvoir évaluer l'impact des traitements à moyen et long terme, de pouvoir comprendre les trajectoires des patients dans le soin et de pouvoir les prédire, notamment grâce aux caractéristiques de ces patients à l'inclusion et puis des caractéristiques multiples, de pouvoir comparer ces caractéristiques selon le type d'addiction, selon la demande de prise en charge, et puis à long terme de mieux comprendre l'addiction, son traitement et donc de mieux intervenir. Rapidement, la méthode d'évaluation dans cette cohorte. Donc, les sujets sont évalués à l'inclusion, puis à 3 mois, à 6 mois, et ensuite tous les 6 mois, et ce, indépendamment de leur statut dans le soin. À chaque visite, ils vont être évalués par différents questionnaires. Premièrement, l'ASI pour Addiction Severity Index, qui est un entretien qui permet de recueillir des informations dans différents domaines pour établir un profil de sévérité du patient dans différents domaines qui peuvent être impactés par son addiction et par l'usage, notamment des informations sur la sévérité au niveau médical, psychiatrique, les relations familiales et sociales, etc. Et puis bien sûr l'usage de substances, les addictions comportementales et l'historique de traitement. L'ASI est systématiquement couplé avec un dosage urinaire pour détecter la présence de substances. Et depuis 2012, on a mis en place une évaluation systématique du craving sur les 30 derniers jours, à la fois la fréquence, c'est-à-dire le nombre de jours de craving sur les 30 derniers jours, et puis l'intensité. Vont s'ajouter d'autres questionnaires pour compléter le bilan, notamment le MINI qui permet de poser les diagnostics des troubles psychiatriques de l'axe 1 du DSM, et puis tout un tas d'autres questionnaires, notamment des auto-questionnaires, par exemple la NHP qui permet de mesurer la qualité de vie, etc.
La première étude que je vais vous présenter, c'est une étude qui s'est intéressée au devenir à 1 an des patients qui sont pris en charge pour leur addiction aux opiacés. Donc pour cette étude, on avait sélectionné les patients qui avaient débuté un traitement à l'inclusion soit par buprenorphine, soit par méthadone, et on avait évalué les caractéristiques à l'inclusion et décrit l'évolution de ces patients donc en conditions naturalistes, hein, dans la cohorte Addictaki. Et on a également comparé les caractéristiques et l'évolution selon le traitement, c'est-à-dire entre buprenorphine et méthadone. Je vais passer rapidement sur la description parce qu'il y a une autre présentation et un poster qui sont affichés également. Rapidement, donc on avait 173 patients dans le groupe méthadone, 110 dans le groupe buprenorphine. À l'inclusion, les deux groupes étaient très similaires en termes de caractéristiques sociodémographiques, comorbidité, sévérité AIC, qualité de vie. On notait une différence au niveau des consommations avec le groupe buprenorphine qui avait moins d'usage au niveau vie entière d'héroïne, mais plus d'usage d'alcool sur les 30 derniers jours. À 1 an, les patients évalués étaient pour la majorité toujours en traitement. La dose moyenne de buprenorphine était de 14,5 mg et pour la méthadone 89,5 mg. Et on note à 1 an une diminution significative du nombre d'usagers d'opiacés, du nombre de jours de consommation d'opiacés et une amélioration significative dans la plupart des domaines mesurés par l'AIC, donc de la sévérité de l'addiction, et également une amélioration significative de la qualité de vie. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette amélioration de la sévérité de l'addiction qui est mesurée ici par le score composite ici dans la partie substance n'est pas associée à l'année d'inclusion, parce qu'on a des patients qui sont inclus entre 1994 et 2015, hein, donc ça représente une période assez longue. Cette amélioration de la sévérité de l'addiction, elle n'est pas non plus dépendante du nombre de traitements antérieurs. En revanche, on voit un effet de la dose uniquement dans le groupe buprenorphine. En fait, on s'aperçoit que une dose plus forte de buprenorphine est donnée aux patients qui se sont le moins améliorés pendant la première année. On voit également que cette amélioration de la sévérité est associée à la sévérité à l'inclusion, et les plus sévères sont ceux qui vont s'améliorer le plus, certainement parce qu'ils ont une marge de progression plus importante. Quand on compare les groupes selon le traitement, on voit une amélioration significative dans les deux groupes et pas d'effet groupe en ce qui concerne la diminution très significative du nombre d'usagers, d'héroïne, d'autres opiacés, du nombre de jours d'usage et également pas de différence selon sur l'évolution des scores composites dans les domaines substances, situation légale et état psychiatrique. On remarque en revanche qu'une amélioration significative uniquement dans le groupe buprenorphine pour la consommation d'alcool, de benzodiazépine et de cocaïne, qui n'était pas significative dans le groupe méthadone, et puis une amélioration au niveau qui se répercute au niveau des scores composites de l'AIC, toujours dans le domaine alcool et dans la partie relations familiales et sociales. Donc ce qu'on voit ici dans cette première étude, c'est que la buprenorphine est un traitement qui est en conditions naturalistes efficace pour améliorer la sévérité de l'addiction, améliorer la qualité de vie et diminuer l'usage. Donc on s'est ensuite posé la question de savoir comment agit la buprenorphine, par quel mécanisme elle va diminuer l'usage et est-ce que ce serait par l'intermédiaire du craving. Donc le craving, on en a déjà parlé, hein, c'est une envie irrépressible, un désir persistant de faire usage alors qu'on ne le souhaite pas. C'est maintenant reconnu comme une composante centrale de l'addiction qui permet de comprendre la perte de contrôle des patients. Et de nombreuses études mettent en évidence son implication dans les processus de rechute. Je vous ai illustré dans cette diapositive des données issues de la littérature sur le lien craving-rechute, spécifiquement dans des populations de patients traités pour une addiction aux opiacés, mais c'est des résultats qu'on retrouve pour d'autres addictions. Par exemple, dans cette première étude publiée en 2015, parmi des patients traités par méthadone, en fait, les patients étaient soumis à une session expérimentale au cours de laquelle on leur présentait des stimuli associés à l'héroïne, et puis on mesurait leur réactivité pendant cette session, et on les revoyait à 3 mois.
à 3 mois, ils observent que les patients qui ont rechuté étaient ceux qui avaient présenté le plus de craving face aux cues, donc les stimuli associés à l'héroïne, lors de la session expérimentale quand on les compare aux non-rechuteurs. Donc ça va dans le sens de cette réactivité et cette augmentation de craving serait prédictive finalement de la rechute à 3 mois. On a d'autres études sur des temps un peu plus courts. Donc, par exemple, cette étude de 2014, parmi des patients traités par buprenorphine, les patients étaient suivis pendant 3 mois et vus toutes les 2 semaines. Et ils mettent en évidence qu'une augmentation du craving à un moment donné dans le suivi est associée à plus d'usage d'opiacés au cours de l'évaluation suivante, qui représente du coup les 2 semaines suivantes. On retrouve les mêmes résultats dans une autre étude de 2014. Cette fois-ci, les patients étaient suivis toutes les semaines. C'était des patients qui étaient traités pour l'usage d'opiacés prescrits. Et on voit également donc, une augmentation de craving associée à plus d'usage lors de la semaine suivante. Et enfin, une autre étude qui utilise des modèles qui permettent de catégoriser, grouper les patients en fonction de leur trajectoire au niveau du craving au cours du suivi, leur trajectoire au niveau du craving, des symptômes de sevrage et au bout de combien de temps ils vont rechuter. Et on s'aperçoit que les groupes de patients qui présentent la plus grande sévérité de craving à l'inclusion et ceux qui présentent la plus faible sévérité de craving à l'inclusion et ceux qui présentent la plus grande diminution de craving au cours du suivi sont ceux qui vont rester abstinents le plus longtemps. Donc là, toutes ces données vont dans le sens du lien entre craving et rechute, plus de craving, plus de rechute. Donc si on le représente graphiquement, ça sera après. Donc là, maintenant, c'est des données issues de notre cohorte. On a étudié ce lien entre craving et rechute dans à la fois des conditions de laboratoire et également avec des études observationnelles. En laboratoire, on a réalisé une étude où un peu à l'image de l'étude que je vous ai présentée tout à l'heure, les patients, c'était des patients qui étaient suivis et stabilisés sous traitement buprenorphine et méthadone depuis un moment, et on leur proposait une séance expérimentale au cours de laquelle on leur présentait des stimuli associés à l'héroïne, on mesurait leur réactivité et on les suivait pendant 3 mois, on les voyait 1 fois par mois pendant 3 mois. Et on met en évidence que, de la même façon que tout à l'heure, les patients qui rechutent au cours de ces 3 mois sont ceux qui ont présenté le plus de réactivité représentée ici sur cette diapositive par les effets agonistes. Donc les rechuteurs vont être ceux qui ont présenté la plus forte réactivité au cours de la session expérimentale 3 mois avant. On a également exploré ce lien en vie quotidienne, donc avec la méthode EMA. Donc EMA, c'est Ecological Momentary Assessment. C'est une méthode qui utilise des smartphones pour proposer des questionnaires répétés plusieurs fois par jour aux patients pendant plusieurs jours et qui va permettre de mettre en lien ce qui se passe dans la vie de tous les jours des patients et de regarder ce qui se passe à quelques heures d'intervalle. Ce qu'on a mis en évidence, c'est qu'une augmentation de craving à un temps donné va être associée à une plus forte probabilité de faire usage au cours de l'évaluation suivante, donc en moyenne 3-4 heures après. Voilà, donc à la fois dans la littérature et dans notre cohorte, on observe ce lien entre craving et usage. Donc voilà, si on le représente graphiquement, plus de craving est associé à plus d'usage et d'un point de vue thérapeutique, c'est intéressant aussi de se dire que finalement, si on agit sur le craving, qu'on arrive à diminuer le craving, ça permet d'obtenir moins d'usage. D'où l'intérêt de pouvoir ensuite se focaliser sur la relation entre dose de buprenorphine et craving. Donc, dans la littérature, ce qu'on observe au niveau des études, premièrement, cette étude met en évidence que, comparé à un placebo, la buprenorphine permet d'obtenir une diminution significative du craving, que cet effet serait dose dépendant. Là, voilà plusieurs doses de buprenorphine qui ont pu être testées. Dans notre cohorte, on a essayé d'approcher cette question de relation entre dose et sévérité et dose et craving de plusieurs façons. On a premièrement réalisé une série d'analyses interindividuelles, donc on a comparé les individus entre eux. À 1 an, on s'aperçoit que les patients qui, à 1 an, ont la dose la plus élevée, c'est d'une part ceux qui consomment encore de l'héroïne, ceux qui étaient les plus sévères à l'inclusion et
ceux qui présentent encore une sévérité importante. Donc, c'est représenté sur ce graphique. On voit ici une corrélation entre la sévérité de l'addiction telle que mesurée par l'AICI, le score composite substance de l'AICI, et la dose de buprenorphine à 12 mois, et on voit une corrélation. J'ai également représenté de façon catégorielle avec ici donc, les patients qui reçoivent plus de 16 mg, ceux qui reçoivent moins de 8 mg et les doses intermédiaires, et on voit que, ceux qui reçoivent plus de 16 mg sont en fait significativement plus sévères, c'est-à-dire finalement on prescrit aux patients les doses les plus fortes, aux patients les plus sévères à 12 mois. Et on s'est ensuite posé la question de façon différente en se demandant finalement chez un individu comment ça évolue. Quand on augmente les doses de buprenorphine, finalement comment ça impacte le craving. Donc pour ça, on a réalisé une autre série d'analyses, donc des analyses intra-individuelles. On a sélectionné dans la cohorte Addictaki ceux qui avaient un traitement buprenorphine et qui disposaient d'au moins 2 évaluations à des moments différents avec l'évaluation du craving. Donc ça, on a analysé 29 patients qui présentaient en tout 91 évaluations. Et on met en évidence dans cette analyse qu'une augmentation de la dose de buprenorphine, c'est-à-dire quand on est sur une évaluation qui présente une dose plus forte que les autres doses de ce même individu à d'autres moments, ben finalement cette évaluation, elle est associée, c'est aussi une évaluation où le patient aura moins de craving et moins d'usage d'opiacés. Voilà, donc au total, si on devait résumer un peu ce qu'on observe dans la cohorte Addictaki, on a mis en évidence que le traitement en buprenorphine était un traitement efficace en conditions naturalistes qui permettait d'observer une amélioration de la sévérité de l'addiction, de la consommation, une diminution de la consommation, une amélioration de la qualité de vie. À 1 an, les patients les plus sévères sont ceux à qui on va prescrire le traitement le plus élevé et chez un même individu, une augmentation de la dose va être couplée, corrélée à une diminution du craving, à une diminution de l'usage. Voilà. Merci, Dr Fatseas, et merci d'avoir été tout particulièrement dans les temps. Et donc, maintenant, nous allons passer à la dernière intervention par le professeur Fatseas. Donc nous sommes partis de l'intérieur du cerveau, nous avons commencé à sortir du cerveau, et comme nous sommes à Biarritz, le professeur Fatseas va prendre sa planche de surf pour nous amener progressivement, en reprenant toutes ces études, en résumant un certain nombre d'autres études, vers la plage de la clinique pratique, quand on est avec un patient réel, comment tout cela doit se traduire. Docteur Fatseas, professeur Fatseas, pardon. Bonjour à tous. Donc, je voulais en profiter pour remercier les organisateurs du symposium de m'avoir invité, remercier Marc Auriacon par ses propos chaleureux d'introduction, peut-être rajouter que voler de ses propres ailes, finalement, quoi qu'on en pense, c'est un phénomène naturel. Et en tout cas, j'espère pouvoir continuer longuement à mettre en lumière la qualité, la richesse de l'information dont j'ai pu bénéficier à Bordeaux. Donc, je vais essayer de, effectivement, aborder un peu plus les éléments sur les implications cliniques de ce qui a pu être présenté en essayant de répondre à la question, finalement, comment traduire les données de la recherche quand on est avec le patient. Alors, avant d'aborder les éléments plus cliniques, je vais revenir de façon très brève sur une rapide synthèse des données de la recherche et des liens qui ont été présentés entre craving et usage. Comme cela a déjà donc été présenté, les données de la recherche ont permis effectivement nous ont permis de mieux comprendre les mécanismes de rechute dans l'addiction en montrant le rôle déterminant du craving dans la reprise des consommations pour les différentes addictions et notamment les opiacés. Les données expérimentales et les données en vie quotidienne, comme ça a déjà été présenté, ont montré une relation directe entre l'intensité des épisodes de craving et les consommations d'opiacés. Alors, en plus de ce lien craving-rechute, les études qui ont été menées plus particulièrement en vie quotidienne avec la méthode EMA
ont permis également de mieux comprendre la dynamique et les fluctuations temporelles des épisodes de craving, en montrant que le craving est un phénomène qui va présenter des fluctuations temporelles extrêmement rapides chez un sujet au cours d'une même journée. Et comme c'est représenté sur cette diapositive, on voit que les liens prospectifs temporels entre ces épisodes et les consommations de substances vont finalement survenir sur des périodes de temps qui vont être relativement rapides, de quelques secondes à quelques heures, suivant les épisodes de craving. En plus de cette dynamique rapide et ces variations rapides, nous savons également que le craving est un phénomène qui va être très fortement influencé par l'effet de très nombreuses variables environnementales ou émotionnelles auxquelles le sujet va être exposé au cours de la journée. Et on sait notamment dans des études relativement récentes que les phénomènes d'exposition au stress vont avoir la capacité d'induire des épisodes de craving, augmentant la vulnérabilité à la rechute dans les heures qui suivaient. Alors, j'ai pas mis... donc, c'est une étude de Preston qui date de 2018 qui a utilisé la méthode de EMA qui montre clairement cette relation. Et on a également pu montrer que l'exposition à des cues, c'est-à-dire à des stimuli antérieurement associés à la consommation de substances, en particulier des stimuli qui sont très liés aux habitudes de consommation personnelle du patient, comme le fait d'être exposé à un ami avec qui on avait l'habitude de consommer ou d'être exposé à son propre matériel de consommation, avait un effet extrêmement significatif et fort sur la capacité d'induire du craving et d'augmenter le risque de rechute. Alors, en plus de ces facteurs intrasujets, il existe également un certain nombre de facteurs individuels, de caractéristiques individuelles qui vont être des caractéristiques beaucoup plus stables que ces facteurs intrasujets et qui vont avoir la capacité de moduler la relation craving et usage en notamment augmentant l'intensité de l'expérience de craving, donc comme par exemple certains diagnostics ou certains marqueurs biologiques, notamment la réactivité au stress. Alors, on a pu montrer que l'existence d'un trouble psychiatrique, en particulier d'un trouble anxieux ou d'un trouble de l'humeur, était très clairement associée à des épisodes de craving plus intenses et à plus de vulnérabilité à la rechute comparativement aux patients sans ces troubles psychiatriques associés. Donc maintenant, on va essayer de répondre à cette question, finalement, se demander quelle peut être cette traduction de ces données en pratique clinique. Une première constatation est que quand on regarde globalement au niveau européen la prévalence des consommations de substances rapportées chez les patients traités par méthadone ou buprenorphine, on se rend compte que malgré tout, il y a environ 30% de ces sujets qui vont rapporter un usage régulier au moins une fois par semaine de substances et que en fonction des différents groupes, environ 20 à 40% rapportent la persistance de consommation d'héroïne. Donc on voit qu'on a quand même une marge de manœuvre en termes d'amélioration d'efficacité de ces traitements et donc on va essayer de voir comment essayer d'optimiser l'impact clinique de ces traitements qui sont des traitements avant tout finalement des traitements anti-craving. Alors pour répondre à cette question, on va essayer d'optimiser l'efficacité des traitements. Il y a de nombreux experts qui récemment ont émis un certain nombre de recommandations par rapport à la prescription de méthadone et buprenorphine. Ces recommandations, elles mettent l'accent sur la nécessité de cibler les traitements par méthadone buprenorphine sur la réduction du craving afin de pouvoir réduire le risque de rechute, mais également réduire le phénomène de transfert d'addiction. Si un patient maintient des niveaux de craving aux opiacés élevés, il va avoir tendance de continuer à consommer des opiacés ou de rechuter dans ses consommations d'opiacés, mais également potentiellement d'augmenter la consommation d'autres substances afin de diminuer, de soulager les envies de consommer. Alors, cette cible du craving va nécessiter dans nos pratiques cliniques que l'on puisse intégrer et mettre en place une évaluation très systématique des épisodes de craving lors de l'évaluation initiale du patient, mais également tout au long de la prise en charge avec des réévaluations récurrentes.
Il va s'agir de trouver dans cette approche d'adapter la posologie de façon suffisante, avec, comme on l'a vu, des posologies plutôt élevées. Hein, on a vu à partir de 16 mg de buprenorphine par jour pour obtenir une diminution suffisante des épisodes de craving et un effet qui va être stable et durable dans le temps. Donc on voit que l'évaluation du craving en pratique clinique va être un élément totalement essentiel si on veut renforcer ces approches-là. Et en pratique, on dispose d'outils très simples, utiles et efficaces pour cette évaluation sur le modèle finalement d'échelle mono-item, comme les échelles visuelles analogiques. Ces échelles vont nous permettre d'évaluer de manière la plus systématique possible l'intensité des épisodes de craving perçus et rapportés par le patient. Et ces échelles ont également l'intérêt de leur faisabilité et de l'acceptabilité par les patients, parce que ce sont des outils très faciles à utiliser, très facilement implantables dans les services de soins et facilement utilisables par les professionnels, et qui vont avoir l'intérêt d'être facilement répétés dans le temps aux différentes évaluations. Alors, ceci dit, à côté de cette approche centrée sur l'intensité de l'envie de consommer, il faut être conscient que le craving reste une expérience qui est finalement relativement complexe et qui va s'exprimer à travers de nombreuses dimensions. Donc le craving va avoir potentiellement une expression multidimensionnelle avec comme différentes dimensions des dimensions émotionnelles, mais également cognitives, comportementales et également physiologiques. Donc par exemple, le craving, en dehors du fait que le patient va ressentir l'envie de consommer, va également pouvoir potentiellement s'exprimer uniquement par plus de tension, plus d'irritabilité, mais également par des pensées obsédantes intrusives centrées sur le produit ou l'anticipation des effets hédoniques de la consommation d'opiacés, par des comportements de recherche de produits, l'augmentation des œufs de consommation comme on l'a vu, ou également des symptômes beaucoup plus somatiques, physiologiques, sueur, tremblement, augmentation de la fréquence cardiaque, et également des rêves de consommation qui sont souvent finalement rapportés par le patient. Finalement, le craving va s'apparenter en fait à une expérience de stress et va s'associer à souvent un certain niveau assez important de détresse émotionnelle. Il va s'agir finalement d'une expérience où le patient va être en lutte incessante contre des pensées très obsédantes, intrusives, ce qui va pouvoir s'associer à du stress, comme on l'a vu, de l'anxiété, une humeur dysphorique, voire des idées suicidaires. Donc on voit que le craving va pouvoir également s'exprimer à travers des symptômes beaucoup plus émotionnels, beaucoup plus psychiatriques, avec un impact potentiel sur le fonctionnement global du sujet et sur sa qualité de vie. Et ça va être très important de pouvoir aussi prendre en compte ces éléments au début de la prise en charge et ensuite tout au long du suivi. Alors on a vu l'évaluation par le clinicien. Une autre composante importante est de pouvoir accompagner le patient à mieux percevoir ces phénomènes dans sa vie quotidienne de tous les jours, à mieux repérer finalement le craving et ses fluctuations temporelles au cours d'une même journée. Alors pour cela, on peut utiliser tout simplement des feuilles et des carnets d'observation avec papier-crayon, mais les données récentes ont également évoqué potentiellement dans l'avenir l'intérêt de technologies mobiles qui peuvent, avec des implications également en termes de prise en charge et thérapeutique, qui peuvent aider le patient à mieux monitorer plusieurs fois par jour finalement ces épisodes. Cela va être aussi important pour lui qu'il puisse repérer les déclencheurs dans son environnement de façon très personnalisée qui vont potentiellement augmenter le risque de craving et ensuite le risque de rechute. Donc on voit que tous ces éléments vont constituer des marqueurs de vulnérabilité à la rechute qui peuvent ensuite aider de manière très importante le clinicien pour ajuster à la fois sa thérapeutique anti-craving et ses prises en charge également psychothérapiques. Donc on voit qu'on est sur des marqueurs cliniques qui dépassent
qui sont plus précis et qui vont dépasser largement le cadre « est-ce que le patient consomme ou est-ce qu'il ne consomme pas ?» Alors, comme cela a été dit, il y a clairement un effet dose dépendant. L'effet anti-craving est très directement corrélé à la dose, et donc il va s'agir ici d'adapter la posologie, de l'augmenter jusqu'à obtention d'une réduction significative du craving de façon stable et durable, et de limiter le plus possible ces variations circadiennes et ces variations temporelles. De façon associée à l'ajustement thérapeutique, il est également important d'ajuster et de renforcer l'accompagnement psychothérapie qui va permettre à la personne et au patient de mieux gérer dans la vie de tous les jours, de mieux réguler ces épisodes avec un meilleur contrôle des différents déterminants qui auront pu être identifiés. Cette diapositive est une diapositive empruntée au professeur Maurice de Mattéis et est une représentation graphique très claire de la relation entre la dose du buprenorphine et les concentrations plasmatiques de buprenorphine. Donc on voit ici que sur des posologies basses, en dessous de 16, par exemple on va dire 8 mg de buprenorphine, on va clairement avoir des variations circadiennes au niveau des concentrations plasmatiques, avec un effet de fin de dose, une diminution des concentrations en fin de journée, donc qui vont s'apparenter à des éléments de sous-dosage, avec à ce moment-là la possibilité pour le patient en fin de dose, fin de journée, début de matinée, d'expérimenter de fortes envies de consommer, et également une humeur plus dysphorique, une anxiété, une irritabilité, d'ailleurs ce qui peut le pousser et l'inciter à finalement faire des multiprises et à fractionner son traitement au cours de la journée. En revanche, si on augmente le dosage de buprenorphine autour de doses de 16 mg, ces doses plus élevées de buprenorphine vont clairement gommer les variations circadiennes, et ces effets de fin de dose et de sous-dosage ne vont plus être ressentis par le patient, ce qui va permettre d'obtenir un effet anti-craving qui va être stable, durable et qui va vraiment avoir un impact très positif sur la stabilité clinique et le résultat clinique au long cours. Alors, par conséquent, ces doses plus élevées de buprenorphine, 16 et au-delà, dans la littérature, ont été clairement associées à une meilleure rétention en traitement, moins de perte de vue, donc moins de nombre de traitements itératifs, et donc une amélioration significative. Alors, un dernier élément qui apparaît important et qu'on a déjà évoqué, c'est le rôle de certains facteurs individuels de vulnérabilité, caractéristiques individuelles. Et on a parlé en début des troubles psychiatriques associés. Alors, il existe une étude d'Ikro Marimani qui a évalué chez des patients qui étaient traités par méthadone, qui a comparé les dosages de méthadone entre des patients avec un trouble psychiatrique et des patients sans trouble psychiatrique. Ces résultats montrent clairement que les patients avec une comorbidité psychiatrique vont nécessiter des doses de méthadone plus élevées et donc nécessiter un temps de titration finalement et un délai un peu plus long pour pouvoir obtenir vraiment un dosage optimal et efficace sur le craving. Mais de façon réciproque, il existe également un effet inverse, c'est-à-dire que des doses suffisamment élevées de traitement anti-craving vont également avoir un impact positif sur l'évolution de la symptomatologie psychiatrique et de la psychopathologie, avec un effet pour la buprenorphine qui semblerait être plus efficace sur la dimension plus thymique et potentiellement sur les idées suicidaires. Donc, on voit bien que dans le cadre de ces pathologies duelles, on va bien avoir vraiment des réactions, des relations, des interactions permanentes et des relations réciproques, avec d'un côté la nécessité finalement d'augmenter les dosages potentiellement de thérapeutiques pour avoir un effet suffisant sur la réduction du craving, en lien, on l'a vu, probablement à des niveaux d'intensité de craving plus forts, mais que si on a un dosage optimal dans ce cas-là, on aura également un bénéfice sur l'évolution et l'expression de la symptomatologie psychiatrique, ce qui paraît quand même particulièrement intéressant à réévaluer. Alors, on peut en résumer, finalement, résumer cette approche
en finalement mettant en avant l'importance de pouvoir évaluer de façon systématique, en particulier au niveau de l'évaluation initiale, les niveaux de craving et les déclencheurs du craving de manière très personnalisée chez ce patient, ces éléments devant être réévalués de manière systématique à chaque consultation, réévaluer l'exposition potentielle au cours des derniers jours du patient par rapport à un certain nombre de facteurs de risque qui ont été identifiés pour lui. Ces évaluations successives vont être des marqueurs cliniques très importants pour pouvoir proposer une adaptation thérapeutique qui donc va être ajustée et personnalisée sur ces éléments de vulnérabilité et la possibilité également de pouvoir développer de manière associée des psychothérapies ciblées pour mieux contrôler le rôle potentiellement de certains déclencheurs. Cette approche doit normalement effectivement permettre d'obtenir un effet sur le craving plus efficace, plus stable et plus durable, et potentiellement également de permettre aux cliniciens de mieux évaluer dans la durée les facteurs de vulnérabilité sous-jacents, comme par exemple les troubles psychiatriques, mais également la réactivité au stress ou par exemple la douleur ou les troubles du sommeil qui seront plus facilement évaluables une fois que le craving a été bien contrôlé et ce qui globalement devrait également optimiser la mise en place d'une prise en charge plus globale. Alors pour finir, je vous propose une brève vignette clinique pour illustrer ces différents aspects. Je vais vous présenter le cas d'un patient qu'on a accueilli dans le service de façon très récente, il y a quelques mois, un jeune homme de 31 ans qui était hospitalisé donc, en hospitalisation complète d'addictologie pour un trouble de l'usage d'héroïne et associé à des consommations de crack qui, depuis 6 mois qui étaient devenues très rapidement compulsives. Dans ses antécédents, on notait essentiellement une tentative de suicide par IMV. Si on reprend un peu l'histoire et sa trajectoire sur le plan des addictions, il s'agissait donc d'un patient qui avait consommé l'héroïne, qui avait débuté des consommations d'héroïne, c'était en 2006, donc il avait 18 ans, avec très rapidement une perte de contrôle de ses consommations, un diagnostic de trouble de l'usage, une entrée au traitement assez rapide avec de la buprenorphine dès 2008, et le maintien de ce traitement jusqu'à ce qu'on le rencontre en 2019. Donc on voit qu'il avait un peu plus de 10 ans de traitement par buprenorphine. Une période d'arrêt très ponctuelle dans le cadre de son service militaire, si mon souvenir est bon, et une seule période d'arrêt plus longue entre 2016 et 2018 d'environ 1 an et demi. Sur toute cette période, en dehors de ces aspects, il maintient une consommation d'héroïne par sniff entre 1 et 3 grammes. En 2019, donc, comme on l'a vu, apparition d'une perte de contrôle de consommation de crack. Et puis, parallèlement, on a depuis l'adolescence des consommations de cannabis et de tabac avec un diagnostic d'addiction associé. Quand on reprend l'histoire psychiatrique, l'existence d'un psychotrauma à l'adolescence et dans la période d'abstinence, d'arrêt des consommations d'héroïne, l'émergence très, très forte, très claire de symptômes de stress post-traumatique. On a travaillé avec le patient de manière rétrospective. Alors, ça a bien sûr des biais de l'évaluation rétrospective, mais on a, sur ces différentes périodes, essayé de faire le lien avec lui entre les fluctuations de son craving, les fluctuations de posologie de buprenorphine et les niveaux de consommation. Bien sûr, quand on a évalué le craving, on n'évaluait pas les fluctuations temporelles au cours de la journée, mais on essayait de voir finalement avec lui sur les différentes périodes de sa vie des moyennes de craving sur des échelles sur une échelle entre 0 et 10. Alors, on reprend ici, on voit que les consommations ici d'héroïne, c'est ce qu'on a pu dire initialement, ça fluctue entre 3 grammes, 1 gramme, et cette période d'abstinence ici, 2016-2018. Les posologies de buprenorphine, très clairement, il y a eu des fluctuations de posologie extrêmement nombreuses et rapides, qu'on peut expliquer par de très nombreux facteurs, des changements de prescripteurs, et puis le patient dit qu'il y avait une pression familiale souvent pour la diminution des doses, et par moment, ça c'était un effet praticien dépendant, il y avait eu 1 ou 2 praticiens qui avaient tenté avec lui, qui l'avaient un peu sollicité pour diminuer le dosage. Donc on a des dosages qui fluctuent maximum 8, minimum 2. Et parallèlement, on voit que pendant toute cette période de temps, on a un craving qui est finalement pas du tout très peu contrôlé.
des niveaux qui oscillent entre niveau d'intensité entre 6/10 et 10/10. Et il existe clairement une corrélation entre les consommations d'héroïne. Ici, on voit faible dose de buprenorphine et niveau de craving qui sont particulièrement élevés. Alors, quand on s'intéresse à cette période d'arrêt, finalement, si on s'était intéressé à l'arrêt des consommations, on s'était dit, tiens, le traitement est efficace. Mais on voit qu'on a certains marqueurs cliniques très clairs de vulnérabilité et d'efficacité limitée du traitement, puisqu'on va avoir un patient qui fractionne les doses. Et puis, à ce moment-là, on a clairement une aggravation de la symptomatologie psychiatrique avec l'émergence de symptômes de PTSD qui vont ensuite évoluer vers une rechute, consommation d'héroïne, et on a vu l'évolution vers une addiction au crack. Voilà, donc pour conclure, 3 points importants. Posologie élevée de buprenorphine à partir de 16 mg, c'est clairement corrélé à un meilleur contrôle du craving, moindre consommation d'opiacés et de polyconsommation, une meilleure rétention au traitement, et également un impact positif sur probablement l'évolution des symptômes psychiatriques et la qualité de vie. Et il est important de développer des approches d'adaptation des posologies qui vont être personnalisées au niveau d'intensité du craving, à la sévérité de l'addiction, mais qui va également prendre en compte les différents facteurs de vulnérabilité, les déclencheurs et également les facteurs, par exemple les facteurs psychiatriques. Ces éléments vont permettre d'avoir un effet anti-craving durable et stable dans le temps, d'éviter les rechutes, le transfert d'addiction et, comme on l'a déjà dit, probablement d'optimiser la qualité de notre approche globale en facilitant finalement l'évaluation des facteurs de vulnérabilité sous-jacents. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, merci aux 3 orateurs. Et donc maintenant nous avons du temps pour prendre des questions. Et je vous propose de lever la main, et afin que, voilà, je vois une question là-bas, et un micro va venir vers vous. Essayez, pour les questions, essayez de faire des questions le plus opérationnalisées possible pour permettre aux orateurs de répondre. Bien, donc j'ai 2 questions rapides à vous poser. La première, j'ai été très intéressée sur la différence de l'efficacité de la buprenorphine versus la méthadone sur les co-addictions. Quand vous avez montré les résultats qu'effectivement, avec la buprenorphine, on avait une efficacité plus large en termes de réduction de consommation d'alcool, par exemple. Alors ma question est, est-ce que c'est parce qu'on a une amélioration du craving qui est beaucoup plus satisfaisante et donc du coup un moindre attrait pour les co-consommations, ou bien est-ce que c'est un effet direct de la buprenorphine sur les consommations d'alcool? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, extrêmement courte, et sur quels pourraient être nos moyens d'évaluer un craving dans le cas des personnes qui sont incarcérées, puisqu'on sait que de notre expérience, il se passe une chose assez particulière du craving pendant l'incarcération. Donc le craving est mis en veille, si on peut dire, et par contre il y a une flambée du craving, si on peut dire, dans les jours qui précèdent la sortie, et donc un risque majeur de rechute. Quels pourraient être les outils auxquels on pourrait penser pour évaluer le craving pendant le temps d'incarcération? Donc peut-être la première question, Dr Serre, et puis la deuxième question, ou compléter, professeur Fatsias. Oui, donc vous m'entendez? Oui, oui. Donc par rapport à la première question, dans cette étude de comparaison de l'évolution des patients sous buprenorphine et méthadone, la plupart de ces patients n'avaient pas encore reçu l'évaluation sur le craving, vu que ça a été mis en place dans la cohorte assez tardivement. Donc on ne peut pas répondre directement à cette question dans ces données-là, en tout cas. Donc on voit un effet sur la consommation d'alcool sans pouvoir savoir si la diminution du craving pour l'alcool est le médiateur. Et sur un complément, ou par rapport à la question de l'incarcération et de mesurer le craving dans cette situation particulière. Vous dites que le craving est mis en veille parce que finalement il y a peut-être moins d'exposition aux facteurs environnementaux, ou... Il y a à la fois moins d'exposition, et je dirais que symboliquement, même s'il y a des produits qui circulent, symboliquement, la personne sait qu'elle se retrouve dans un milieu a priori où le produit n'est pas accessible. Même si on sait que c'est possible, en tous les cas, on n'est pas en situation naturelle. Alors, comme outil d'évaluation, moi je dirais qu'il n'y a pas a priori d'outils plus spécifiques dans ce cadre-là, et
et qu'on reste quand même sur le fait de réévaluer régulièrement avec le patient ces éléments-là en utilisant, je pense en particulier les échelles visuo-analogiques, si ces patients sont vus régulièrement. L'intérêt de ces échelles, c'est qu'elles ne sont pas spécifiques d'une substance et donc on peut les appliquer aux différents types d'addictions. Et puis ensuite, effectivement, il y a une flambée dans l'anticipation de la sortie et l'anticipation des situations d'exposition. Donc là, ensuite, c'est à la fois, si c'est des opiacés, l'adaptation de la thérapeutique. Hein, voilà, on est là-dessus. Et puis je pense qu'il y a aussi tous les aspects d'accompagnement relationnel sur l'anticipation avec le patient de l'ensemble de ces situations à risque. Et ça, tout l'accompagnement psychosocial, socio-éducatif, d'accompagnement, de dispositifs d'accompagnement à la sortie, de l'aménagement de l'environnement du patient qui va sortir d'incarcération, le lien avec les structures de soins me paraissent des éléments assez essentiels pour pouvoir accompagner ça. Hein. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais il y a à la fois effectivement l'adaptation du traitement, donc la nécessité vraiment de réévaluer, même dans ce cadre où a priori ils vont être moins exposés, et d'anticiper les situations à risque avec l'accompagnement social, je pense aussi, et l'anticipation de l'environnement. Ok, merci. Alors, une autre question? Un petit commentaire. Merci beaucoup pour ces 3 présentations excellentes. Et effectivement, le micro plus près, oui, peut-être. Et pour compléter, on voit bien l'approche, la nécessité aujourd'hui d'une approche multidimensionnelle du patient. Et au-delà, effectivement, du craving, on voit bien que le craving lui-même est multidimensionnel. Vous avez très bien évoqué, justement, la dimension anxieuse, qui est quelque chose qui est très fréquent. Et effectivement, on voit bien l'importance d'adapter le traitement par buprenorphine ou méthadone. On voit bien, notamment, d'autant plus qu'il existe, on va dire, une problématique qui anticipait, je dirais, les usages. Et là, vous avez évoqué effectivement une problématique anxieuse, hein, un trouble anxieux chez cette personne. Et on voit bien que la nécessité de pousser plus les doses, effectivement, chez ces patients, parce que très clairement, à partir du moment où on contrôle mieux l'anxiété, on réduit les cravings et on réduit les consommations des autres produits. Car encore une fois, il faut imaginer l'individu comme une globalité qui recherche un état d'équilibre, et à défaut de le trouver à travers un traitement qui permet de l'équilibrer, il va le faire au travers de consommations diverses et variées. On voit chez cette jeune, effectivement, très tôt du cannabis, du tabac, des opiacés, et puis après du crack. Et finalement, on a la même chose avec l'alcool. À un moment donné, effectivement, les patients font en fonction de ce qui est disponible pour pouvoir finalement essayer de s'autoréguler, et d'où l'importance aujourd'hui d'avoir une titration adaptée. Et finalement, la persistance de co-consommation doit être un symptôme, c'est-à-dire que pour nous, même si le patient ne l'exprime pas, pour nous, ça doit être un élément qui nous dit attention, il y a quelque chose sur lequel effectivement il faut travailler. Tout à fait, c'est pour ça que j'ai mis que dans cette approche dimensionnelle, il y a l'existence de comportements de consommation et de consommation d'autres produits qui pour nous doit être effectivement interprété comme un équivalent de craving. D'autres questions? Oui, je voulais juste rajouter, je suis là, au fond de la salle, par rapport à la question sur la prison, l'incarcération et le déplacement. En fait, je pense qu'il n'y a pas un déplacement du craving, parce que les patients en milieu carcéral consomment beaucoup plus de cannabis et de psychotropes. Alors, est-ce que ça ne peut pas lisser aussi un peu cette mise, je veux dire, au repos de ce fameux craving on pense qu'il est au repos, mais en fait, il est compensé par autre chose? Oui, je crois que c'est tout à fait, je suis assez d'accord avec vous, et on pourrait effectivement monitorer la consommation de tabac et la consommation de benzodiazépines. C'est un élément effectivement important, et on peut effectivement l'interpréter de cette manière-là. Oui, oui, tout à fait. Et peut-être une dernière question avant d'aller manger. Vous levez la main? Non, pas. Alors, moi j'aurais une question. Donc j'ai trouvé toutes les présentations très intéressantes, tous ces éléments passionnants, et j'aurais une question pour tous les orateurs d'ailleurs. Est-ce que tout ça est finalement très spécifique de l'addiction aux opiacés, de la buprenorphine et de la méthadone, ou est-ce que c'est des choses qui existent dans les autres addictions? Je pense par exemple au tabac, où on a également des médicaments très utilisés, qu'on appelle parfois aussi traitement de substitution, comme les patchs ou la varenicline. Est-ce qu'il y a dans vos différentes recherches ou vos expériences, cet élément peut s'étendre aux addictions en général, et je n'ose même pas mentionner les addictions sans substance, et en faisant court?
Je crois qu'avec les thérapies d'agonistes, par exemple, pour la nicotine, les opioïdes, nous n'avons pas ces thérapies pour d'autres troubles. C'est plus facile d'établir des relations de réponse aux doses et l'extrapoler à les présentations cliniques que nous avons écoutées. Mais je ne pense pas que nous ne savons pas assez à propos d'autres troubles. Il y a eu des essais avec le trouble de cocaïne, d'utilisation de cocaïne qui ont eu seulement un petit peu de succès avec l'alcool. On ne le comprend pas parce que nous n'avons pas les pharmacothérapies basées sur agonistes avec les antagonistes. Je pense que c'est moins clair. Et alors, vraiment, je crois que nous sommes sur une trajectoire où nous pouvons faire de la science systématique pour répondre à cette question, s'il sera réduction spécifique aux drogues ou s'il y aura des substitutions ou des usages complémentaires. Je ne sais pas si vous avez des idées depuis la perspective clinique. C'est effectivement qu'on peut faire des parallèles, mais effectivement uniquement sur les addictions aux dispositifs thérapeutiques, effectivement, qui sont sur le même modèle donc, agoniste et avec un effet dose aussi de ces thérapeutiques. Hein, mais par rapport à ces expressions cliniques du craving, est-ce que c'est vraiment particulier aux opiacés ou est-ce que c'est des choses... Au niveau de l'expression clinique du craving, c'est relativement assez établi qu'on est vraiment dans une expression très transversale intersubstance, puisqu'on va retrouver exactement les mêmes éléments pour les addictions, différentes addictions aux substances et également les addictions comportementales. Hein. Au niveau de l'expression et du lien craving-usage, hein, on est quand même sur quelque chose de très transversal. Très bien, merci beaucoup. Donc, vous voyez, ce symposium peut vous servir très largement dans votre pratique. Je vous remercie de vous joindre à moi pour remercier les orateurs.